Aujourd'hui, donc, l'équipe qui va officier pour vous présenter, les résultats ravageurs maïs, donc, Thomas Joly, je me présente, donc régional, basé à Lyon et donc, nous avons aujourd'hui, 5 collègues qui sont connectés, pour vous présenter les résultats, ravageurs. Anne-Sophie Collard qui est régionale, dans le nord de la France, Éric Masson situé en Bretagne, Didier Lasserre, en Alsace, Aude Carrera, en Nord-Aquitaine et Thibaut Rey, en Rhône-Alpes. On va continuer donc je vous propose l'ordre du jour suivant. Donc on va dans un premier temps, faire un rapide retour sur la campagne 2020, l'ensemble des dégâts ravageurs qu'on a pu observer sur le maïs en France. On passera ensuite sur les résultats d'essais. Donc, dans un premier temps, on s'attardera sur les essais, Taupin et Géomise. Ensuite, on prendra un peu le temps pour une séance de questions et ensuite on reprendra les exposés, donc avec 2 exposés, l'un sur les corvidés et ensuite sur les insectes foreurs. Et enfin, on conclura avec, après une séance de questions, avec quelques infos pratiques et puis, notamment des infos sur la chrysomèle, donc, avec, des nouvelles données et un webinaire à venir, spécifique sur cet insecte. Voilà pour l'ordre du jour. Je vais revenir, donc effectivement sur le premier point de ce webinaire sur la campagne 2020. On a essayé de remettre ici en image, l'ensemble des dégâts observés sur la campagne 2020 sur les maïs en France. Bien sûr, c'est pas exhaustif, mais c'est pour essayer de se donner un aperçu de ce qui a été marquant cette année. Donc, on va commencer bien évidemment par les corvidés, les oiseaux en général, mais spécifiquement les corvidés. C'est ça fait partie de la famille des ravageurs qui pose de plus en plus de soucis. En tout cas, pour la deuxième année consécutive, on a des dégâts élevés sur l'Hexagone avec, forcément quelques disparités, régionales, hein, donc des intensités plus ou moins fortes, mais également une diversité, dans la famille des corvidés où on a ici identifié, les choucas sur la Bretagne parce qu'il y avait effectivement, spécifiquement des attaques de cet oiseau-là, alors qu'on est plus sur, les corneilles éventuellement sur d'autres régions. Donc, voilà, les corvidés, beaucoup d'attaques, cette année. Également en 2019 avec, des semis attaqués et des resemis, obligatoires dans certaines, situations. Ensuite, on a également, les sangliers, hein, si on reste sur la faune terrestre. Donc, les sangliers qui ont également entraîné, localement des resemis importants, beaucoup d'attaques plutôt aux semis, également aussi, ensuite, un peu plus tard dans le cycle du maïs. Donc voilà pour ces éléments-là. On a également tout le cortège, foreur, donc, où cette année on s'attendait avec un printemps très chaud à des vols précoces. Donc c'est ce qu'on a vu éventuellement sur les premiers vols de pyrale qui étaient un peu en avance par rapport aux années précédentes. Mais après, la pyrale s'est ensuite fait discrète, c'est pour ça qu'on l'a remis en dehors de la carte. On a eu, très peu d'incidences cette année, même si elle était présente. Et par contre, on peut noter, la forte présence de sésamies, notamment dans le sud-ouest et puis, des zones, où on observe la sésamie qui remontent. Donc on a vu, alors même si elle est pas ici sur la photo, mais, jusqu'en Bretagne, donc on n'était pas forcément habitué à en voir, régulièrement. Donc, beaucoup de sésamies cette année. Sur les ravageurs du sol, au niveau taupin, on avait peu d'alertes en tout début de campagne. Les conditions étaient relativement sèches et puis, dès le retour des pluies à la mi-mai, on a eu quand même des retours, sur des attaques, de taupins essentiellement, sud-ouest face à l'Atlantique et puis également en Rhône-Alpes. À noter aussi quelques attaques, présence de pucerons assez marquées, sur le nord et le centre de la France.
Et enfin, pour terminer ce bilan aussi, on vous l'a remis ici sur la façade est, la chrysomèle donc qui est observée depuis plusieurs années, avec des suivis, à la parcelle. Donc on a plusieurs, voilà, plusieurs suivis qu'on vous proposera d'évoquer dans un futur webinaire, mais donc une présence qui est en augmentation et puis également, des premiers dégâts qu'on a pu voir apparaître depuis 2 ans, sur la région Rhône-Alpes. Voilà donc, vous voyez un retour sur la campagne de 2020 avec, une diversité importante de ravageurs, des dégâts qui peuvent être, localement très, très importants. On notera effectivement que le Grand Sud-Ouest a été, très, très fourni cette année avec, à la fois les corps vidés, mais aussi beaucoup de foreurs et également, plus tôt sur, enfin Midi-Pyrénées et Sud-Aquitaine, des scutigérelles, et cicadelles donc voilà le cocktail complet, de l'ensemble des ravageurs. Et puis un dernier point, on l'évoquera aussi pendant le webinaire, la géomise, donc essentiellement présente sur l'ouest, donc en Bretagne, Pays de la Loire. On a également eu des suspicions, des observations sur l'est cette année. Donc on abordera également, les dégâts de ce ravageur et les moyens de lutte. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le rapide, tour de France pour cette campagne 2020. On va s'attarder sur, 4 ravageurs comme je vous l'ai présenté. On n'aura pas le temps d'évoquer toutes les solutions et tous les ravageurs dans ce webinaire-là, mais bien sûr, on reste à l'écoute et à votre disposition pour répondre, aux sujets qui ne seront éventuellement pas traités ici. On va démarrer donc sur la protection taupin et je passe la parole à Didier. Bien, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, le premier ravageur que nous allons aborder, c'est le taupin, dont vous voyez sur le haut de la diapositive la larve et l'adulte. Alors on va regarder 4 points. D'abord une évolution de la protection insecticide, un point assez important sur l'évolution de la situation réglementaire, parce qu'elle est un petit peu compliquée, et puis après des tests de produits, surtout des synthèses pluriannuelles. Voilà. Alors, à propos de l'évolution de la protection insecticide, ici, vous avez sur ce graphique, c'est un point sur les surfaces de maïs qui reçoivent une protection insecticide au semis ou qui n'en reçoivent pas depuis une dizaine d'années. Bon, vous voyez sur la gauche du graphique la présence de néonicotinoïdes. Alors, néonicotinoïdes, c'est ce qui est en bleu, alors soit bleu clair là, c'était le Cruiser, le thiaméthoxam qu'on a connu il y a 7-8 ans. Et puis après, en bleu plus foncé, c'est le Sonido, le thiaclopride, qui a dominé le marché pendant 4-5 ans. On a eu jusqu'à 1 million d'hectares traités avec le Sonido. Et puis terminé en 2018, dernière année d'utilisation, 2019, on a absence des néonicotinoïdes et vous voyez tout de suite moins de surfaces protégées. Alors les surfaces non protégées sont ce qui est matérialisé ici en vert. Finalement, en 2020, où on en est, en 2020, on peut dire qu'on a eu l'année pour lesquelles les surfaces non protégées ont été les plus importantes depuis 10 ans. 67% de surfaces n'ont reçu aucun insecticide. 11% ont reçu du Force 20CS, qui est un insecticide qui n'est pas très puissant, on va dire, contre les ravageurs du sol. Et on a uniquement 21%, on va dire, de protection particulièrement efficace. Alors on a surtout, vous voyez, du Bélème, du Karaté, du Trica Expert, un tout petit peu de Furigine. Voilà, donc là on a fait le point sur les surfaces. Si maintenant on regarde la situation réglementaire, alors sur ce tableau, vous avez les différentes matières actives qui sont en voie d'approbation au niveau de l'Union européenne. Vous avez sur la droite l'expiration de l'approbation des substances actives. Chaque État membre, en fait, fait un calendrier de retrait des produits commerciaux. Chaque État membre autorise après des spécialités commerciales. Si on fait le point sur les produits, le premier tout en haut, la lambda cyalotrine. Alors les produits
à propos de la lame diacéanotrine, les produits sont en phase de réhomologation au niveau de l'ANSES. On ne connaît pas encore les futures conditions d'emploi. Les dossiers qui concernent la lame diacéanotrine ont été fournis sans diffuseur. Mais pour l'instant, pour vous, pour les agriculteurs, pour les techniciens, il n'y a rien de changé en 2021. Pour la cypermétrine, Bélem, Daxol, Malice, 3 types de produits, la réinscription de la cypermétrine est en cours. Pas de souci pour l'année 2021. Vous avez ici, sur le tableau, vous voyez qu'il n'y aura pas de souci. Le produit pourrait être utilisé. Pour la zeta-cypermétrine, donc le 3e produit qui est sur le tableau, il n'y a pas de demande de réinscription par la firme. On va dire que le produit ne sera plus fabriqué. Par contre, des agriculteurs qui l'auraient en stock peuvent l'utiliser encore en 2021. C'est le Furigeo. La téfutrine, donc 4e produit, là, le Force 1,5G, son homologation avec diffuseur est retravaillée en vue d'un redépôt. Petite subtilité quand même, pour ceux qui font du maïs doux parmi vous, vous pouvez quand même utiliser le Force 1,5G avec diffuseur sur maïs doux. Et le dernier, je vais lentement, le dernier, le spinosade, il y a un report de l'expiration de l'approbation pour ce produit. Bon, le sapchlore, le chlorpyriphosphectyle n'existe plus. Ça n'est plus utilisable. Maintenant, on va voir la réponse à 5 questions pratiques, 5 questions simples. La première question, c'est finalement quel microgranulé utiliser dans l'arrêt de semis? Ici, on compare deux produits, la lambda-cyhalotrine ou la cypermétrine. Donc, vous avez le nom commercial, le karaté 04GR pour la lambda-cyhalotrine, ou le Bélem Daxol pour la cypermétrine. Alors, lecture des graphiques, les 5 graphiques que je vais vous montrer maintenant sont construits de la même façon. En ordonnée, vous voyez le nombre de plantes attaquées ou disparues. Vous voyez ici, on a l'échelle de 0 à 60, plantes attaquées ou disparues. Les histogrammes sont de 2 couleurs. Les histogrammes bleu clair, c'est les essais à faible attaque. Ici, 18%, par exemple, d'attaque dans le témoin des 3 essais qu'on considère à attaque faible ou moyenne. Et les histogrammes bleu foncé, c'est les essais à forte attaque. Vous avez ici, par exemple, 45% d'attaque. On considère quand même que c'est une attaque assez forte, hein, pour 5 essais. Alors, au global, vous avez donc la comparaison du karaté 04GR et du Bélem, donc les deux substances actives que j'ai citées précédemment. On va dire qu'au global, on va dire que le karaté est meilleur que le Bélem. Globalement, 75% d'efficacité pour le karaté, 42% pour le Bélem. Par contre, ici, on a 8 essais. Si maintenant, on les analyse un peu plus précisément, alors je ne voulais pas représenter là pour ne pas compliquer un peu le graphique, mais sur les 2 essais bretons, le karaté est nettement supérieur au Bélem, c'est des essais quand même à très, très forte attaque. Et par contre, sur les 6 essais qui sont plutôt en Sud-Aquitaine, on va dire que les 2 produits font jeu égal. Le Bélem et le karaté donnent à peu près les mêmes résultats. Donc il y a une petite subtilité entre très forte attaque et attaque un petit peu plus modérée. Ça, c'était la première question. La deuxième, quelle formulation de lambda-cyhalotrine? Parce que ce produit existe sous deux types de produits, soit le karaté 04GR, soit le Trica Expert Plus. Alors, il manque le plus, là, sur les diapositives. Hein. Trica Expert Plus. On a 6 essais à forte attaque, 2 essais à attaque faible. Le Force 1,5GR, le Force 1,5G, c'est la référence. Alors, il est quasiment plus utilisé maintenant parce qu'il est conseillé sans diffuseur, mais ici, il est utilisé avec diffuseur. C'est un produit très efficace qui, en fait, nous sert vraiment de référence haute. Alors, les 2 formulations, vous voyez, de lambda-cyhalotrine, que ce soit le karaté ou le Trica Expert Plus, font jeu égal. Appliquées avec un diffuseur, dans les 2 cas, on va dire qu'elles ont la même efficacité. Alors, le Trica Expert, rappelez-vous quand même, c'est
c'est un produit qui comprend aussi un support organo-minéral, hein, contrairement au 0,4G, qui est uniquement un insecticide. Voilà. Après, on va passer à la troisième question. Quel intérêt de téflutrine déconcentrée? Alors, pourquoi la téflutrine est utilisée dans le force 1,5G? C'est quelque chose que je vous ai dit avant, c'est la référence haute. À dose pleine, c'est 183 grammes hectare de téflutrine. Mais une nouvelle formulation est proposée par la société, qui cette fois-ci est déconcentrée, c'est-à-dire vous avez beaucoup moins de téflutrine à l'hectare. Elle est concentrée à 0,5% pour 16 kg hectare, ce qui nous fait exactement 83 grammes. Donc en fait, on applique 83 grammes au lieu de 183. Donc l'idée de cette comparaison-là, c'est de voir si la téflutrine déconcentrée est efficace, surtout en conditions d'attaque tardive. Conditions d'attaque tardive, donc on est loin de l'application SMI, on peut se dire, est-ce qu'il y a eu une perte de rémanence, on va dire, du produit? Alors, on voit de bons résultats. Vous voyez, on est situé entre le karaté et le BLM. On est inférieur au karaté, d'accord, là, dans ces comparaisons, mais on est un petit peu mieux que le BLM. Bon, on remarque quand même sur la diapositive, sur la droite complètement, sur le graphique de BLM, vous voyez qu'il y a 2 points verts, ce sont les essais bretons qui sont très attaqués, celui de Bignon et celui de Mauréac, qui tirent quand même un petit peu vers le bas, on va dire, ici c'est le haut, mais l'idée c'est de voir le nombre de plantes disparues ou attaquées qui défavorise un petit peu le BLM. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, en conditions très difficiles, il est un petit peu plus mis en difficulté que le karaté. La quatrième question, c'est mettons un diffuseur ou ne mettons pas un diffuseur? Alors, ça, c'est quelque chose dont on vous a déjà parlé. Ça fait quelques années qu'on en parle. Bon, là, l'intérêt de cette synthèse que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'on a réintégré les essais 2020, dont certains relativement attaqués aussi. Et ça nous a permis, on va dire, de consolider la synthèse. En fait, on a 12 sites où on a en tout 14 comparaisons, parce que quelquefois, il y avait deux produits en comparaison. L'intérêt du diffuseur est net, hein. Vous voyez que on va dire, l'histogramme de droite est supérieur à celui de gauche, celui du milieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de plantes qui ont été attaquées ou détruites. Là, ça marche. L'intérêt du diffuseur est net. Alors, ça marche quand même sans diffuseur. Vous voyez que ce n'est pas complètement nul. On a 39 au lieu de 58, donc ça marche quand même, mais c'est nettement moins bon. Et il n'y a pas, on va dire qu'il n'y a pas photo, il faut mettre un diffuseur pour utiliser des pyréthrinoïdes, ce qui est assez logique parce que c'est des produits à très faible migration. Donc en fait, ils ne bougent pas de là où ils sont. Donc si le topin ne tombe pas dessus, eh ben, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Donc c'est bien pour ça qu'on propose de mettre toujours un diffuseur pour les pyréthrinoïdes pour que le produit soit réparti, on va dire, sur 7-8 cm enfin 4-5 cm, en tout 7-8 cm de large par rapport à la graine. Voilà, et la dernière question à laquelle on va répondre, c'est existe-t-il un nouvel traitement de semences? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des néonicotinoïdes, bon, qui maintenant n'existent plus. Il n'y a plus de traitement, hein. On a connu le Cruiser, le Gaucho, le Sonido, dont je vous ai parlé. Il y avait même Gaucho pour les plus anciens d'entre nous. Une proposition maintenant est faite avec le cyantraniliprol. Alors, clairement, ça ne fonctionne pas sur topin. Vous voyez qu'on a 40% de plantes attaquées dans le témoin, on en a 35% avec le cyantraniliprol, qui est ici indiqué sous le nom de Lumiposa, qui est un produit, peut-être son futur nom. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Bon, là, on va dire qu'il n'y a pas photo. Alors, ce produit cyantraniliprol existe pour l'instant contre les chenilles phytophages, plutôt en culture d'arbustes, de petites plantes sur rosiers, sur on va dire, culture florale, plutôt. Mais ça n'existe. Enfin, en tout cas, ça ne fonctionne pas. On verra tout à l'heure après ce que ça vaut sur Géomise, mais en tout cas, sur topin, ça ne fonctionne pas. Voilà, alors on a répondu aux 5 questions. Après, il faut quand même dire que nous travaillons depuis de nombreuses années sur les stratégies alternatives à l'utilisation de produits phyto.
faut savoir que dans certains pays, comme par exemple en Allemagne, il n'existe plus de produits phytosanitaires contre les ravageurs du sol. Il n'y en a plus. En France, on a encore, vous avez vu, quelques solutions, avec quelques soucis, on va dire, peut-être au niveau réglementaire à venir, mais pour l'instant, on a encore quelques petites solutions. Nous, on essaie quand même de voir l'avenir. Depuis quelques années, on teste par exemple des champignons entomopathogènes. Vous avez ici la représentation en haut du M52 qui contient du métarhizium et qui permet de parasiter le taupin. Vous avez à gauche un taupin qui est parasité. On a testé aussi la biofumigation. Alors, biofumigation avec l'incorporation de glucosinolates, soit en granulés, c'est ce que vous avez tout en bas. Là, vous avez des granulés, là, des granulés de biofins qui contiennent des tourteaux de brassica, soit carrément en cultivant de la moutarde. C'est la photo que vous avez avec l'agriculteur qui broie de la moutarde et qui tout de suite derrière prépare le sol et sème dans la foulée. Bon, ok, mais une technique peut-être plus d'avenir qui nous intéresse particulièrement aussi, on teste beaucoup la stratégie des plantes à pas. Ici, vous avez sur le petit graphique en bas l'efficacité d'un mélange de blé plus de maïs par rapport à la référence microgranulée. Alors, référence microgranulée qui ici a 61% de plantes attaquées, non, à 61% d'efficacité, il me manque le bas du graphique, je ne vois pas le bout, 61% d'efficacité. Vous voyez que le mélange blé 60 kg plus maïs 60 kg, 58% d'efficacité. Donc, bon, grosso modo, on va dire qu'on fait jeu égal. Alors ça, c'est un mélange donné, mais on en a testé bien d'autres. On a testé de l'orge, on a testé même du blé fusarié, on a testé du triticale, on a testé différentes choses. Et ce qu'on vous propose, pour ceux qui sont particulièrement intéressés par ce sujet de techniques, de stratégies alternatives, de plantes à pas, c'est de participer à un webinaire. Alors c'est un colloque cette fois-ci, c'est un petit peu nommé différemment. C'est un colloque plantes de service qui va se passer en 3 temps, le 18, le 19 et le 20 janvier prochain, donc c'est bientôt. Et le 19 janvier, spécifiquement, vous voyez, on traitera le sujet d'appâter les taupins, c'est-à-dire détourner les taupins de la plante maïs, de leur faire manger autre chose pour laisser tranquille le maïs pour qu'il puisse pousser et puis qu'il puisse échapper, on va dire, aux attaques. Donc ça, il y aura un sujet particulièrement, on va dire, enfin traité de manière assez complète lors de ce colloque. Je vais rapidement donc introduire le sujet parce qu'on a perdu un petit peu de temps. Rappeler que bon, moi je suis ingénieur régional en Bretagne, région où on connaît bien ce ravageur Géomise ou Géomisa, hein, on parle de Géomise sur maïs et Géomisa sur triticale ou sur céréales. On va rapidement regarder les études en cours et puis les résultats de 2 essais qu'on a conduits dans le Nord Finistère. Thomas, est-ce que tu peux me dire si le son est bon? Bon, c'est mieux. C'est mieux, d'accord, voilà. Donc pour le maïs, ravageur qui intervient en tout début de cycle, puisque la mouche, hein, la petite mouche que vous voyez sur la gauche avec ses symptômes caractéristiques, enfin symptômes plutôt sur les ailes, vous avez des taches qui apparaissent, il y a 3 taches hein, sur les ailes. C'est un diptère de la famille des Opomysidae. C'est une mouche qui a été déterminée dans les années 70 par Étienne Brunel de l'INRA. Vous voyez que ça remonte, c'est pas nouveau, hein, et qu'on subit ponctuellement dans la région, très ponctuellement sur maïs, très ponctuellement également sur céréales à paille, hein, on le connaît bien sur triticale, et c'est également Étienne Brunel qui l'avait déterminé dans les années 90, d'ailleurs sur le triticale. Sur maïs, symptômes très caractéristiques du poireautage de la base de la plante, hein, alors que sur céréales, on peut avoir la destruction de la plante. Alors nous, pour la région Bretagne et l'Ouest, on a, je dirais, eu une année très caractéristique, qui a laissé des traces et dont tout le monde se souvient, c'est l'année 2016, puisqu'à peu près 50% des parcelles ont été touchées sur les maïs, avec des dégâts qui étaient proches de 40%. Donc vous voyez, on était dans un niveau d'attaque extrêmement important et quelle que soit la date de semis, quasiment tous les semis du mois d'avril jusqu'à la mi-mai avaient été touchés. Donc ça a laissé des traces et aujourd'hui tout le monde est soucieux de ce ravageur. On a observé également ponctuellement sur triticale
Triticale, voilà, des attaques. Alors, bon, plutôt triticale, mais également maintenant sur blé, voire sur orge. Hein, c'est une petite mouche. Cette petite mouche, on la voit d'ailleurs, on la voit dans les cultures. Aujourd'hui, on arrive à la retrouver. Elle fait 3 mm de long, mais avec ces petites taches sur les ailes, elle est très facile à reconnaître. Et sur céréales, ça provoque un dépérissement des plantes qu'on constate à la montaison, début montaison, et qui peut conduire, comme vous le voyez sur la photo ici, à une destruction quasi totale de la parcelle dans les cas les plus graves. Bon, ça c'est un essai CTPS, donc il y a un effet variétal très fort, ce qui nous permet d'exclure les variétés les plus sensibles. Alors, pour rappel, simplement, faut ne pas confondre avec les dégâts d'Ossini qui sont souvent concomitants d'ailleurs. Hein, il est fréquent d'observer à la fois des attaques de géomise, mais également d'Ossini. Alors, les attaques d'Ossini sont un petit peu plus fréquentes. Hein, on les voit un peu plus tardivement, à partir du stade, on va dire 4-5 feuilles. Et là, on a des symptômes beaucoup plus caractéristiques avec des jaunissements, des piqûres et des formations des feuilles. Hein, la mouche également, qui est différente de celle de Geomysa, pond sur les feuilles et va en pénétrant, la larve en pénétrant, va provoquer des piqûres et des déformations des feuilles qui sont très caractéristiques. Et ça, c'est pas Geomysa, évidemment. Hein. Et si on va un peu plus loin et si les attaques sont un petit peu plus fortes, ça peut aller jusqu'à destruction de l'apex, si jamais la larve atteint l'apex du maïs, et ça provoque, la plante en réaction va induire la formation de thalles complémentaires, phénomène qu'on observe d'ailleurs également avec le topin, mais parfois également avec le Geomysa. Hein. Donc il faut malheureusement arracher pour être sûr d'observer ou de couper la plante, pour être sûr de savoir à quel ravageur on s'adresse. Voilà, alors simplement pour terminer, rappeler que les dégâts d'Ossini sont plutôt réversibles, ce qui n'est pas le cas de Geomysa. Alors, ce ravageur souffre hein, d'un manque de connaissances aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a reconduit des études très approfondies avec l'INRAE, hein, dans le cadre d'un projet Plante Pro. En 2020, cette année, cette campagne, hein, on a réussi à faire un élevage de géomyse pour expérimenter en conditions contrôlées dans le cadre d'un deuxième projet qui va être conduit pendant 3 ans, de 2021 à 2023, avec un certain nombre de partenaires là, qui sont indiqués sous la diapo et qui vont nous permettre de mieux connaître le ravageur et puis de tester toutes les techniques chimiques, mais aussi alternatives, et bien connaître tous les facteurs favorables de ce ravageur. Parce qu'aujourd'hui, on souffre vraiment d'un manque de connaissances sur sur ses facteurs de développement et sur ce qui peut conduire, évidemment, au niveau climatique également, tous les aspects pédoclimatiques qui peuvent expliquer les attaques. Voilà, alors dans un premier temps, on a conduit des essais, alors 2 années de suite. Je vous montre ici les résultats réalisés dans le Nord Finistère, hein, à Ploudalmézeau, ça se situe au nord de Brest, en 2020, où vous avez en abscisse là, le pourcentage de plantes attaquées. Vous voyez, sur le témoin, on était quand même dans cet essai à 35% de plantes attaquées. Et on a comparé un peu, comme Didier vous l'a montré tout à l'heure avec le karaté, avec diffuseur. Donc, on a une efficacité, vous voyez, qui est proche de 50%, ce qui est quand même tout à fait intéressant, puisqu'on passe qu'à 15% d'attaque. Hein. Dès qu'on enlève les diffuseurs, vous pouvez observer que le niveau, comme sur topin, régresse, hein, puisqu'on a 22% de plantes attaquées. Même observation avec le BLM, exactement les mêmes observations, donc je ne rentre pas dans les détails. Hein, on a ici avec des pyrétrinoïdes qui présentent absolument les mêmes niveaux d'efficacité. Hein, Didier vous a présenté tout à l'heure l'efficacité du Lumiposa à base de thiantraliniprol. Ici, on l'a testé en traitement de semences comme c'était fait tout à l'heure en topin. Et là, pour le coup, on a une efficacité tout à fait performante, je dirais même supérieure aux pyrétrinoïdes. Cela dit, bon, il faudra attendre encore un peu pour avoir l'homologation de ce produit, puisque on est à un horizon de 2023 et
2022 sur colza, si tout va bien. Donc, vous voyez, il faudra attendre encore quelques années. En revanche, on a testé également ce produit avec des traitements aériens à 2 feuilles. Et là, vous voyez que ça se dégrade complètement, hein. Les traitements aériens n'ont pas du tout donné satisfaction. Alors, j'ai pas représenté dans le graphique, on avait également une succession de traitements insecticides foliaires à différents stades, bon, qui n'ont pas montré des efficacités suffisantes, hein. C'est pour ça que je ne les ai pas indiqués ici. Et enfin, juste pour terminer sur ce graphique, vous avez le Ciantraliniprol en TS associé à du Karaté 04GR à 15 kg avec les diffuseurs, la totale. Et là, on a un niveau d'efficacité, je ne vais pas dire parfait, mais encore meilleur. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, et ça c'est comme nouveau, c'est qu'on voit, on a pu prouver qu'il y avait des efficacités produits, ce qui nous manquait quand même largement dans les années 2016 ou 2016, où à l'époque il y avait beaucoup de sonido, puisque 50% des surfaces étaient traitées avec le thiaclopride, donc qui présentait une très bonne efficacité sur le géomise. Donc on passait au travers en fait, mais depuis qu'il n'y a plus ce traitement de semences, c'est vrai qu'on est un peu orphelin et on est, je vais dire, pas heureux, mais enfin content de constater que un certain nombre d'insecticides aujourd'hui présentent une efficacité intéressante. Voilà, alors si on regarde maintenant la synthèse sur 2 années, toujours à Ploudalmézeau, parce que c'est un secteur plutôt froid dans le Nord Finistère qui est très favorable aux pontes de géomise. Donc on sème généralement, enfin l'entreprise Vermarine qui nous réalise les essais sème avant fin avril dans des conditions assez froides, très favorables à un départ lent du maïs, et un secteur où il y a beaucoup de prairies, enfin qui est très favorable à la présence de géomise, et on a très fréquemment des attaques de ce ravageur. Bon, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Vous avez les pourcentages d'efficacité, alors en vert en 2019, en jaune en 2020, avec le traitement de semences de Ciantraliniprol sous le nom de Lumiposa potentiel, puisqu'il n'est pas encore autorisé. Vous voyez, avec une efficacité proche de ce qu'on disait tout à l'heure, un pourcentage de plantes attaquées et qui est quand même faible, puisqu'il n'y a que 17% et 10% contre un niveau proche de 40% pour les témoins. Le Karaté 04GR, lui, à base de lambda-scialotrine, vous voyez, on est supérieur on est près de 60% d'efficacité. En revanche, les traitements, les applications d'insecticides foliaires ne montrent que 20% d'efficacité, je dirais ici appliqué à 3 feuilles. C'était un petit peu mieux, il faut le reconnaître, à 1 feuille, ce qu'on a testé en 2020, mais c'est largement insuffisant et largement inférieur aux essais, au traitement de semences à base de Ciantraliniprol ou de Karaté 04GR. Voilà, donc ce sera des solutions qu'on privilégiera évidemment et que vous verrez dans le dépliant dès cette année. Voilà, pour conclure, pour répéter ce que je viens de dire un peu, vous voyez qu'aujourd'hui, on est content de constater qu'il y a des solutions, alors autorisées à base de microgranulés, qui doivent encore passer par la barrière de l'homologation en ce qui concerne le traitement de semences, mais ces produits ont fait leurs preuves et sont des solutions pour limiter les attaques. Enfin, des traitements foliaires qui sont inefficaces. Et puis, comme je vous l'ai dit, des études en cours. D'ici 2 ans, on y verra beaucoup plus clair sur les conditions et les facteurs favorables pour mieux comprendre les attaques et surtout anticiper les attaques. Donc, bonjour à tous, Anne-Sophie Collard, donc ingénieure régionale basée dans les Hauts-de-France. Et donc moi, je vais vous parler de pistes contre les corvidés. Ça a été largement évoqué, en tout cas dans le chat, comme un des ravageurs problématiques. Donc cette année, on va dire encore cette année, puisque on va dire globalement depuis 2-3 ans, on est assez embêté avec les oiseaux, pour ne pas citer que les corbeaux. Et donc quelques pistes en termes d'essais. Quelques synthèses d'essais et quelques recommandations pour les semis 2021. Alors, on essaie de réfléchir du coup quelles pouvaient être les explications, les hypothèses pour justifier en fait ce niveau d'attaque qui est toujours élevé.
Alors, il y a un élément quand même qu'on voit en haut de la diapo, c'est l'évolution de la protection des semences de maïs. Donc, Didier l'a bien évoqué tout à l'heure, il y a eu pas mal de modifications ces dernières années en termes de spécialités accessibles en traitement de semences. Donc, sur 3 ans, on a effectivement perdu un certain nombre de possibilités, notamment le TIRAM, hein, qui donc a été retiré du marché l'année dernière. Donc déjà, cette année, on n'avait plus cette possibilité au travers du Gustafsson, hein, pour le non commercial. Donc, il nous reste le Ziram, donc, qui est bien un produit fongicide à effet répulsif corbeau. Donc, on verra les efficacités dans les synthèses d'essai, mais finalement assez peu employé, puisque vous voyez les chiffres, c'est estimé entre 2 et 4% en termes de protection des semences. Donc, plutôt très faible. Deuxième question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il y a eu un synchronisme un peu plus particulier l'année dernière, cette année, entre les besoins alimentaires des oiseaux qui, donc on le sait, au printemps vont nourrir leurs petits, donc c'est essentiellement pour ça qu'ils vont consommer les graines de maïs, c'est pas forcément que le maïs d'ailleurs. Et donc, cet aspect de synchronisme entre leurs besoins et les semis des parcelles de maïs au printemps. Donc, deuxième question auquel on n'a pas forcément de réponse, et en tout cas, on ne pourra pas forcément prévoir ce synchronisme en amont des semis. Et troisième élément, c'est qu'en est-il des populations de ces oiseaux? Donc, il y a des suivis qui sont faits, hein, en Europe et aussi donc, particulièrement en France. Donc là, vous avez sur les graphiques du bas l'évolution interannuelle des effectifs pour au moins deux espèces, donc en France, hein, depuis les années 2001 jusqu'à 2018. Donc le graphique se lit, vous voyez qu'en 2001, on démarre à la base au chiffre 1 et ensuite on étudie l'évolution. Donc ce sont des comptages, hein, qui sont effectués pour les différentes espèces sur 18 ans. Donc par rapport au corbeau freux, donc le premier graphique que vous voyez sur la gauche, donc lui, il est plutôt sur des niveaux de population qui sont, enfin des effectifs qui sont en baisse. Il faut savoir que c'est une espèce qui se nourrit et qui se reproduit essentiellement en milieu agricole et qui est classée nuisible dans une grande partie du territoire national. Donc voilà, ça peut peut-être expliquer la baisse des effectifs au cours des années. La corneille noire, donc, qui est juste à côté, elle a plutôt une diversité d'habitats qui est importante, hein. On va la retrouver au cœur des villes, dans les alpages et aussi dans les milieux agricoles. Donc elle est plus adaptable, entre guillemets, ce qui explique peut-être que sa population est plus stable au fil des années, en tout cas en France. Et pour les choucas, puisque le chouca a été aussi cité dans le chat, hein, en introduction, donc là, c'est une espèce qui est un petit peu plus difficile à suivre, donc les comptages sont moins précis, mais il semblerait qu'elle soit quand même en augmentation, et notamment de manière assez locale, hein. Il y a pas mal de dégâts qui sont signalés en Bretagne, par exemple. Alors juste pour rappeler, mais on l'a déjà un peu évoqué sur la partie traitement de semences répulsif corbeau, donc on a perdu le TIRAM, hein, donc le Gustafsson. Reste aujourd'hui, jusqu'au 30 avril 2021, le Ziram, donc au travers de la spécialité commerciale du Corit, qui est donc disponible pour les semis 2021, puisque ça date de fin d'inscription à l'annexe 1 et est reporté d'année en année, hein. C'est qu'il y a des retards de dossiers à l'homologation, donc au 30 avril 2021. Donc en tout cas, retenez qu'il est disponible pour les semis 2021 et que pour la suite, aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer. Voilà, donc notamment, voilà, il y a des craintes, hein, qui sont liées à son classement H330 comme produit toxique. Alors, synthèse d'essais, donc une synthèse de 11 essais qui ont été menés entre 2011 et 2016 sur l'efficacité des traitements de semences répulsifs corbeaux sur différents niveaux d'attaque, hein. Donc, on a sur la gauche quelques essais où on a eu des attaques modérées et tardives.
au centre des situations en forte attaque et à droite des situations à très fortes attaques. Et donc, ce qu'on observe à chaque fois, c'est le pourcentage de plantes restant sur un témoin donc non protégé, des modalités traitées avec du Gustafsson, donc le TIRAM, et le CORIT, donc le ZIRAM. Donc en cas d'attaque modérée tardive, on va dire qu'il y a une efficacité qui est similaire entre les deux spécialités commerciales. Voilà, il y a un intérêt par rapport aux témoins, mais vous voyez qu'on n'est pas non plus à 100% d'efficacité. Sur les fortes attaques ou très fortes attaques, là on voit que c'est un petit peu plus mis à mal, hein, les efficacités sont un peu plus mises à mal. Donc sur un témoin en forte attaque où on a 20% des plantes restantes, et ben, le Gustafsson et le CORIT arrivent à préserver une partie des plantes, mais pas la totalité. Et vous voyez aussi qu'il y a un aspect de variabilité dans les résultats, hein, puisque ça va de 20 à 60-70% de plantes restantes. Voilà, et en cas de très forte attaque, là, je dirais quoi qu'on fasse, c'est très compliqué. Les corbeaux arrivent finalement à consommer quand même les graines et les plantes. Une autre synthèse pour donc réaborder à la fois l'efficacité du CORIT, mais aussi du Force 20 CS. Donc cette fois-ci, c'est une synthèse de 5 essais menés de 2015 à 2019. Vous voyez les sites mentionnés sur la droite du graphique, hein, donc on est plutôt dans le sud-ouest, dans le 64. Là, à nouveau, on regarde le pourcentage de plantes restantes. Donc le CORIT par rapport aux témoins, on voit bien qu'il y a une efficacité, mais là encore, vous pouvez apprécier la variabilité des résultats, hein, parce que parfois on est à 0 et voilà, on peut monter jusqu'à 70% de plantes restantes. Donc un intérêt technique, même si parfois le niveau de protection demeure partiel. Quant aux forces, là par contre on est quand même très proche du témoin en termes de résultats, et donc ce qui nous fait dire qu'il n'y a pas d'intérêt technique de ce traitement de semences sur les aspects de protection contre les corbeaux. Et il faut signaler que ce produit n'est d'ailleurs pas homologué pour cet usage. Alors, les essais qui ont été menés cette année visaient à étudier éventuellement d'autres produits, d'autres possibilités, d'autres méthodes agronomiques, hein. Tout à l'heure, il y a eu dans les questions les appâts, l'utilisation des appâts par rapport au topin pouvait-elle avoir un effet sur les corbeaux? Donc, c'est effectivement des choses qu'on a pu regarder cette année. Donc, il y a eu 3 essais qui ont été mis en place, à Montardon, à Villers-Saint-Christophe et à Lisieux. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les résultats puisque soit on n'a pas eu d'attaque, soit on a eu des attaques tellement fortes qu'on n'a pas pu discriminer les modalités. Mais donc vous avez dans le tableau les différentes modalités qui étaient envisagées, donc à la fois en traitement de semences, donc regardez à nouveau les efficacités du CORIT, puisque c'est la seule matière active qui nous reste entre guillemets, le Force, et puis d'autres produits mentionnés là, I1913, I2018, donc ça c'est des produits sous numéro qui ne sont pas homologués à l'heure actuelle. On souhaitait aussi tester d'autres produits qui sont en fonction du mode d'emploi, soit appliqués dans l'arrêt de semis, soit appliqués en traitement des parties aériennes, hein, donc au moment du semis ou dans les jours suivant le semis. Donc dans ces produits, il y avait notamment l'Avifar. L'Avifar dont, on va dire, les allégations de la firme qui le vend, c'est plutôt contribuer au soutien de la croissance et à l'équilibre de la plante. Donc, c'est plutôt une stratégie d'esquive, entre guillemets. Enfin, c'est essayer que les plantes passent ce stade critique de 4-6 feuilles assez rapidement. Dans les autres produits, il y avait l'AMO 0309. Donc là, c'est plutôt des produits à base d'épices. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de jouer sur l'appétence. Hein, donc voilà, c'est plutôt
repousser les animaux. D'ailleurs, les allégations là, en termes d'efficacité, sont pas que sur les corbeaux, hein. Il y a aussi revendique des effets sur les sangliers, les pigeons, etc. D'autres produits sous numéro également qui peuvent avoir le même type de procédé, hein, c'est-à-dire c'est plutôt essayer de dégoûter ou de repousser les corbeaux. Et puis sur la dernière case, donc les méthodes agronomiques qui ont pu être testées, donc essayer de perturber un peu l'essence du corbeau en rappuyant la ligne de semis, en effaçant les lignes de semis, parce qu'on se rend bien compte que dans les attaques, le corbeau, une fois qu'il a repéré la graine, il arrive complètement à suivre les lignes, hein, donc l'idée c'est d'essayer de le tromper un peu. Et puis ont été testées aussi les techniques d'appât, donc qu'on va implanter au même moment que le maïs, avec plusieurs possibilités, soit un mélange de blé et de maïs, soit du maïs solo ou du blé solo. Voilà, avec les différents grammages qui sont évoqués dans le tableau. Donc tout ça peut évidemment être modulé, hein. On est plutôt sur des choses un peu exploratoires là et pas forcément encore complètement cadré. Voilà, donc l'idée c'est de renouveler ce type d'essai l'année prochaine. Bon, du coup, il y a quand même des observations qui ont pu être faites, notamment sur ces aspects d'appât. Donc vous avez ici la photo d'une parcelle donc, en Bretagne, où il y a eu des appâts qui ont été semés donc, sur la partie droite de la photo. Donc un semis de maïs à 100 000 grains hectare complété avec des semis d'appât, donc vous voyez sur le rang et dans l'interrang. Et donc dans cette situation-là, en cas d'attaque modérée, on voit bien un effet sur le nombre de plantes restantes. Donc sur la droite, là où il y avait des appâts, on a réussi quand même à conserver 65 000 plantes hectares. Et sur la partie gauche de la photo, on voit bien que c'est beaucoup plus clairsemé entre guillemets, et donc là on a perdu 60% de la population de maïs. Alors dire que ça, ce sont des observations qui ont pu être faites voilà, avec un avis plutôt positif, mais on a aussi des situations où c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire que entre guillemets, l'appât aurait aussi, enfin les appâts auraient aussi attiré les oiseaux, qui auraient donc commencé par consommer les appâts, puis se seraient attaqués au maïs par la suite. Donc, je dirais tout ça, c'est encore assez exploratoire, mais ce sont des pistes qu'il faut continuer d'investiguer. Sans compter qu'après, ça pose d'autres questions hein, sur les aspects de faisabilité, de gestion de désherbage, etc. Alors, qu'est-ce qu'on retient du coup pour l'année 2021 ? Quelles sont les bonnes pratiques, entre guillemets, à mettre en place si vous êtes régulièrement embêté par ces oiseaux ? Donc déjà, premièrement, puisque je ne l'ai pas dit, c'est qu'il faut déclarer les dégâts, et donc il faut renouveler la déclaration de ces dégâts chaque année pour contribuer notamment au classement des espèces nuisibles. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est au niveau de l'itinéraire technique, il y a des choses qui peuvent aider, entre guillemets, à dérouter un peu les corbeaux. Donc, on sait que tout ce qui est semis décalé dans le temps ou dans l'espace, donc soit des semis très précoces, soit des semis très tardifs, peuvent attirer les oiseaux. Hein. Donc, c'est toujours l'histoire de disponibilité par rapport à leurs besoins. Donc l'effet semi-groupé permet de diluer entre guillemets ces attaques, donc ça permet d'essayer d'esquiver un peu. Les sols soufflés, donc là, vont plutôt faciliter la vie aux corbeaux. Alors c'est pas toujours facile, hein, notamment sur des années comme la campagne 2020 où les préparations de sol ont parfois été très compliquées. Donc ceci explique aussi peut-être des attaques importantes cette année. Donc rappuyer correctement la ligne de semis, sachant que là, au niveau des semoirs, il y a des éléments semeurs, il y a des choses très très diversifiées qui existent. Et puis dans le chat, il y a une personne qui a évoqué aussi les aspects de profondeur de semis.
Donc oui, effectivement, si vous êtes en bonne condition de semis, sol réchauffé, etc., pourquoi pas essayer de semer un peu plus profond, mais pas non plus aller sur des profondeurs extrêmes, parce qu'après, c'est votre maïs qui va peiner un peu à démarrer. Et puis finalement, dans tous les cas, s'il y a vraiment beaucoup de corbeaux et qu'ils ont envie, ils iront quand même chercher, même si vous enterrez un peu plus profond les graines. Voilà, alors retenir qu'en termes de traitement de semences, on a donc le Courite, qui reste la seule spécialité disponible pour la campagne 2021, avec un coût, voilà, selon nos informations, qui est autour de 10 € la dose. Donc rappelez que c'est pas la panacée, mais quand même ça peut aider. Et puis dernier élément, c'est la régulation par les tirs, hein, qui est possible. Bien se référer à la réglementation, aux réglementations départementales, hein, puisque en fonction des espèces, on n'a pas les mêmes droits entre guillemets. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de conseils pour la campagne 2021. Oui, donc bonjour à tous, donc Aude Carrera, je suis régionale sur le Nord-Aquitaine, donc moi je vais vous parler foreur. Thomas l'a dit en introduction, hein, c'est une année qui a été assez exceptionnelle du point de vue des foreurs. Hein, dans certains secteurs, on a eu de très fortes attaques de sésame en G1. Par contre, c'est vrai que la pyrale s'est fait plus discrète cette année. Donc on constate de manière générale que la pression paraît s'accentuer d'année en année sur le territoire, et on peut poser l'hypothèse de l'effet du réchauffement climatique sur cette augmentation de la pression. On a par exemple constaté que la sésamie a tendance à progresser vers le nord. Donc les collègues bretons rapportent voilà, que la sésamie est arrivée chez eux et qu'ils ne sont pas coutumiers du fait. Et puis, on a aussi tendance à avoir une augmentation du nombre de générations dans des secteurs qui étaient plutôt univoltains. Eh bien, on constate une deuxième génération. C'est le cas, par exemple, en Alsace, où depuis 2 ans, on observe 2 générations. Donc, quand on cherche à lutter contre les foreurs, il faut d'abord bien identifier les parcelles à risque. Donc, si vous avez une forte pression foreur, généralement dans vos parcelles, ou si la campagne précédente, vous avez subi de fortes attaques, vous pouvez considérer que votre parcelle est à risque. Il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte, notamment la gestion des résidus, la gestion des cannes, puisqu'elles peuvent servir d'abri pendant l'hiver aux foreurs. Et donc, le broyage des cannes est un élément préventif nécessaire, et plus il est réalisé juste après la récolte, et plus il est efficace. Donc, vous pouvez voir par exemple sur la photo à droite 2 types de gestion des résidus, avec un broyage sous bec où on a quand même une efficacité satisfaisante déjà, hein, 50 à 70% d'efficacité. Mais vous voyez que si on fait l'effort de rebroyer derrière, donc c'est plus de travail, plus de temps, là par contre l'efficacité devient vraiment excellente puisqu'on est à 90-95% d'efficacité. Dans les autres points à regarder, c'est l'environnement de la parcelle. Hein. On note que les parcelles qui sont à proximité de zones enherbées ou de jachères qui vont servir de refuge aux papillons vont souvent être plus attaquées. Et puis, il y a un dernier point qu'il faut prendre en compte, c'est la destination de votre production. Si vous êtes sur des productions destinées à l'alimentation humaine, donc il y a des cahiers des charges importants du point de vue de la qualité sanitaire. On sait qu'il y a une relation directe entre la présence de foreurs et le niveau de qualité sanitaire derrière. Donc c'est clair que c'est des productions que l'on va protéger en priorité. Si on revient à l'année 2020, donc à cette campagne, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait une année si intense du point de vue des foreurs? Eh bien, rappelez-vous qu'en automne 2019, quand il a fallu récolter les maïs, c'était un peu catastrophique. Dans beaucoup de régions, on avait eu des tempêtes avec de fortes pluviométries qui ont gêné les récoltes, et d'autant plus derrière gêné le broyage des résidus. Donc il y a beaucoup de surfaces où les cannes n'ont pas pu être broyées correctement. Et puis ensuite, l'hiver a été très doux. Quand on regarde des cartes de France, on a très peu de températures négatives cet hiver. Et ça ne permet pas d'assurer un certain niveau de mortalité des foreurs. Je vous rappelle les seuils de mortalité, donc -6 à -8 degrés en exposition directe. Hein. Donc il y a beaucoup de zones où on n'a pas du tout eu de température aussi froide. Et si les foreurs sont protégés dans le pivot, la température à atteindre est encore plus basse. Hein. Il faut atteindre -11 à -13 degrés pour avoir des mortalités satisfaisantes.
Donc on peut considérer qu'on a eu peu de mortalité hivernale cette année. Donc ensuite, une fois qu'on a identifié les parcelles à risque, il faut choisir son moyen de lutte. Donc cela va dépendre de quel fourreur, quel papillon on vise. Hein. Est-ce qu'on est exclusivement sur sésame, exclusivement sur pyrale, ou est-ce qu'on est dans un secteur où les deux populations sont présentes? Et ensuite, il va falloir choisir la meilleure date pour appliquer le traitement. Donc pour ça, on peut s'appuyer sur les réseaux de surveillance, hein, dont les observations sont publiées dans le bulletin de santé du végétal, donc avec, on le sait, hein, quand même des différences de maillage selon les régions. Et puis bon, il faut savoir qu'on travaille aussi sur la modélisation pour prévoir au mieux les dynamiques de vol. Pour conclure, juste rappeler que la nuisibilité moyenne, elle peut être importante hein, quand même sur fourreur. On considère qu'on peut avoir 7% de perte de rendement en moyenne par larve présente par plante. Donc, je vous ai parlé des problèmes de qualité sanitaire, mais on a aussi des pertes de rendement directes voilà, 7% en moyenne par galerie. On peut passer donc à la suite en regardant quelques données marché. Donc, vous voyez qu'il y a peu de surfaces protégées hein, sur le territoire national, on est seulement à 15% de surfaces protégées. Mais bon, cela dit, c'est stable, hein, c'est depuis plusieurs années comme ça, hein, on est à un niveau normal. Sur les produits utilisés, donc en 2018, on a eu l'arrêt du dimilin, le diflubenzuron, qui est un produit que les gens connaissent mieux quand ils sont dans des secteurs sésamie, puisque c'était un produit ovicide spécifique de la sésamie. Donc ça n'a pas changé globalement le marché puisque c'était un petit créneau. Hein. Donc on voit que le coragène s'est largement installé, hein, le chlorantraniliprol qui fait la plus grande part du marché, hein, 56%. Donc ensuite les pyrètres et puis les trichogrammes restent stables hein, sur une cible là exclusivement pyrale. On a un peu de spinosa à la marge qui peut être utilisé mais dans de très faibles proportions. Donc, quelles actualités réglementaires? Alors, on va parler de Bacillus thuringiensis, qui est une voilà, bactérie présente dans 3 types de produits, enfin 3 noms de produits différents. Donc 2 produits de chez Filagro, le Dipel DF, le Xintari, et puis chez 200 Gosses aussi, on a le Costar WG. Donc c'est des produits qui ont été autorisés récemment à la dose de 1 kg par hectare. Donc, ils possèdent la mention abeille. Ce sont des produits de biocontrôle qui peuvent aussi être utilisés en agriculture biologique. Donc, on va voir quelques résultats à travers des essais où on a positionné le dipel. Donc, l'actualité, c'est aussi l'arrivée du mésalide chez Corteva. Donc, c'est une nouvelle formulation de Spinosa. Donc, on va comparer ça au Success 4. Sauf que du coup, ce n'est pas du tout la même concentration. Vous voyez que là, on a un produit qui est déconcentré. On est à 24 grammes par litre avec un produit autorisé à 4 litres, alors que sur le Success 4, on était à 480 grammes par litre sur un produit à 0,2 litres de dose autorisée. Donc, ce n'est pas du tout la même concentration. La mauvaise nouvelle, en plus de ne pas posséder la mention abeille, donc ce produit surtout a une phase de restriction, donc une DVP importante hein, de 20 mètres. Et il peut être utilisé une seule fois sur maïs, par contre 2 fois sur maïs semence et maïs doux par campagne. Autre produit dont les phases de restriction ont été modifiées, c'est le coragène. Donc le coragène, pour l'instant, n'avait pas de DVP. Il a maintenant une DVP de 5 mètres. Et puis, ce qui est aussi important à noter, c'est que comme le mésalide, on ne peut le positionner qu'une seule fois par campagne sur maïs conso et maïs fourrage d'ailleurs, 2 fois sur maïs semence et maïs doux. Donc ces 2 produits, un mésalide comme coragène, sur du maïs conso, ne pourront être positionnés que sur une G1, hein, pour ceux qui ont 2 générations, c'est-à-dire en début de cycle, hein, sur une phase du maïs qui est avant sortie de la panicule. Donc vraiment sur le début du cycle du maïs. Donc, par contre, sur maïs doux et maïs semence, on peut positionner, quand on a 2 générations, sur les 2 générations, avec un deuxième passage qui est autorisé tardivement pendant la formation des graines et le remplissage.
Donc, quelques résultats d'essai pour vous présenter les produits dont on vient parler. Alors, d'abord, on vous remet les références que vous avez peut-être déjà vues de comparaison entre le karaté et le Coragen. Donc, toute la ligne du haut, c'est des essais que l'on considère comme, on va dire, moyennement infestés par rapport à la ligne du bas où on a des essais beaucoup plus touchés. Donc, dans les premières lignes, on a mis une seule application de chaque produit, alors que dans les essais plus touchés, donc la deuxième ligne, on a procédé à 2 applications. Donc, si on commence par les essais les moins infestés, entre guillemets, parce qu'on est quand même au global à 3,7 larves plus galeries par plante, 1,7 pyrale et 1,2 larves de ses amis. Donc vous voyez qu'au global, les 2 produits karaté et Coragen sont proches. Dans les petits ronds, vous avez les efficacités qui ont été calculées. Donc on est à 70-80% d'efficacité. Sur larve de pyrale, c'est le graphique du milieu. Là encore, les 2 produits sont très proches, plus de 80% d'efficacité. Et sur ces amis aussi, on ne constate pas de différence entre les produits. Si on regarde les essais qui sont plus touchés, donc on est sur la deuxième ligne avec presque 6 larves plus galeries par plante. Donc au global, on voit que les 2 produits sont toujours équivalents, mais par contre, on a une efficacité qui est plus faible. Quand il y a une très forte pression, les produits sont un peu plus mis en difficulté. On est autour de 60-65% d'efficacité. Sur pyrale, là, le karaté semble un peu avoir décroché par rapport au Coragen, mais les 2 produits sont à peu près satisfaisants. Par contre, sur ces amis, là, on voit, mais on le sait, le Coragen qui a tendance un peu plus à décrocher sur ses amis quand on a de fortes infestations. Là, on est quand même à 2,2 larves de ses amis par plante. Donc, on est à moins de 50% d'efficacité sur le Coragen quand on reste à 60% sur le karaté. Donc, voilà pour les 2 références. Là, on va comparer la référence Coragen avec le Spinoza. Donc, le Spinoza que je vous ai présenté présente dans 2 produits, donc le Success 4 et le Mésalide. Donc, dans cette première série d'essais, on le voit en comparaison avec le Success 4, sur 7 essais où on a réalisé 1 ou 2 applications selon les essais. Donc vous voyez qu'au global, le Success est un petit peu moins bien que le Coragen, mais reste bien placé, donc 60% d'efficacité quand le Coragen est à 72%. Donc sur Pyrale, c'est relativement proche, les résultats des 2 produits. Sur ces amis, petite baisse du Success par rapport au Coragen, qui est un petit peu moins efficace, donc 10% d'efficacité en moins par rapport au Coragen. On va vous montrer là 2 autres essais où on a pu positionner en plus du Success et du Coragen, le Mésalide, donc toujours le Spinoza, à 2 doses, 4 litres et 3 litres. Donc sur le global, donc sur ces 2 essais, on voit que le Success avait un petit peu décroché par rapport aux autres produits qui sont à 60% d'efficacité. Le Success est à 46%. Donc vous voyez que dans sa nouvelle formulation, il fait plutôt jeu égal avec le Coragen et il est mieux que l'ancienne formulation. D'ailleurs, quelles que soient les doses, 4 litres ou 3 litres. Sur Pyrale, pas de souci sur tous ces produits, ils sont d'un niveau à peu près équivalent, peut-être même un petit plus pour le Mésalide à 4 litres, qui est très bien placé dans ce regroupement. Par contre, sur ces amis, tout ce qui est à base de Spinoza décroche, mais on voit l'intérêt de la nouvelle formulation, parce que vous voyez que le Success 4 a vraiment décroché par rapport au Coragen dans ces 2 essais. On est à 33% d'efficacité seulement, donc moitié moins que le Coragen. Par contre, le Mésalide est un petit peu mieux placé et il tient mieux la route avec 46-50% d'efficacité, donc un tout petit peu moins bien que le Coragen, mais ça reste pas trop mal par rapport à ce qu'on connaît habituellement du Spinoza. Et puis une dernière série d'essais où là on a toujours le Coragen en référence, mais cette fois on va voir les résultats du Dipel, donc Bacillus thuringiensis. Donc c'est un produit qui est spécifique Pyrale, donc vous ne serez pas étonné de voir que sur ces amis, eh bien, effectivement ça ne fonctionne pas, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, on n'a pas eu d'efficacité ces amis sur ces 7 essais. Vous voyez que c'est un regroupement d'ailleurs où le Coragen a été mis aussi un peu en difficulté parce qu'il n'est pas très élevé non plus sur ses amis. Si on regarde sur Pyrale, donc on est à peu près à 30% d'efficacité sur le Dipel quand le Coragen est à 80%. Donc voilà, c'est un produit qui a une activité Pyrale mais avec des efficacités qui sont quand même décevantes par rapport aux produits de référence.
Donc, un autre point sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est l'importance des conditions d'utilisation quand on a un produit comme le DeepL. En fait, on a constaté qu'on pouvait avoir une assez forte hétérogénéité de la réponse du DeepL, et cela en fonction des conditions d'humidité qui vont suivre le traitement. Quand on regarde la quantité de pluie ou de précipitation cumulée 10 jours après le traitement, eh bien on voit qu'on a une relation assez directe avec l'efficacité. Plus on a d'humidité et moins le produit est efficace. Donc il va préférer les conditions sèches après l'application. Donc voilà, c'est sur 7 essais qui ont été menés ces dernières années. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur les foreurs. Où retrouver les informations, comme habituellement, sachez qu'il y a plusieurs médias. Donc, on a le site arvalisinfo.fr où vous retrouvez tous les articles, qu'ils soient techniques ou d'actualité. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site internet et puis en tapant quelques mots-clés, en espérant que vous puissiez retrouver toutes les références et les réponses à vos questions. J'ai remis également les fiches accidents, donc spécifiques sur chaque ravageur, donc vous trouvez également en lien sur internet. Et puis bien sûr apparaître, hein, donc les choisir et décider. Donc ici je vous ai remis le lien sur les choisir et décider de l'an dernier, mais les derniers sont en cours de rédaction et doivent apparaître dans les 15 jours à venir. Donc vous les retrouverez également sur nos sites internet avec tous les résultats d'essais de l'année et toutes les synthèses qui seront mis à votre disposition. Voilà, écoutez, je vous remercie tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui, en espérant avoir répondu à vos attentes. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si besoin, si vous souhaitez des précisions. Merci et bonne journée.